Bonjour les quatrièmes. Alors, aujourd'hui, la correction de la première partie de la séquence que vous avez dû commencer avec le nouveau PowerPoint sur l'âge industriel. Cette période très importante, charnière dans notre monde, qui a fait basculer finalement l'ancien monde, on va dire, avec un certain fonctionnement qui était le fonctionnement qu'on avait depuis plusieurs centaines d'années, au fonctionnement moderne et au développement de notre société, de notre civilisation, qui fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé à un degré de technicité et de développement assez incroyable en très peu d'années grâce à cette période. Alors, une vidéo toujours en deux parties, la correction et ensuite les devoirs à faire pour la fin de semaine. Vous devez d'abord, dans un premier temps, commencer par noter le titre de la séquence, donc l'Europe de la révolution industrielle, avec la problématique quelles métamorphoses apparaissent avec le développement industriel. Parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs changements radicaux qui vont avoir lieu du coup pendant cette période de révolution industrielle. D'ailleurs, son nom révolution montre bien un changement rapide, un changement brutal. C'est ça le mot révolution, c'est comme pour la Révolution française. C'est un terme qui va expliquer qu'on change de système, qu'on change de monde finalement. Alors, vous aviez dans un premier temps un exercice qui était sous la forme un peu d'aide personnalisée. Alors bien sûr, là on était en classe à distance, donc c'était un peu différent. Mais vous aviez une petite fiche ici qui vous expliquait comment trouver les informations essentielles dans un document, à savoir déjà avoir les informations concernant la nature, la date et l'auteur d'un document. Comme je vous l'ai déjà dit, quand on est dans des exercices de type étude de document, régulièrement en exercice numéro 1, vous avez donc à donner l'auteur, la date et la nature d'un document. C'est quelque chose d'essentiel, fondamental, qu'il faut être capable de donner, qui prouve que vous êtes capable d'identifier finalement votre source d'information et d'être capable de comprendre bien de quoi il s'agit. Alors, vous aviez un premier document donc, qui était une description de la ville du Creusot par Maupassant. Alors, les informations pour connaître la source du document. Alors, déjà, le titre du document, régulièrement, quand on est en classe de 4e ou même de 3e l'an prochain, vous avez le titre du document qui est régulièrement le titre du document, tout simplement. On vous simplifie les choses, on vous simplifie la vie, donc on vous donne finalement le résumé un petit peu de ce qu'on va développer dans le document, dans le titre. Donc là, c'est une description de la ville du Creusot. Ensuite, vous aviez l'auteur, Guy de Maupassant, souvent référencé dans la source, donc en bas du document, parfois noté également dans le titre du document, ça dépend. Donc, vous pouvez le retrouver à plusieurs endroits différents. Là, il s'agissait donc de la source en dessous, donc Guy de Maupassant. Et vous aviez ensuite la source qui est donc là, un article, Petit voyage, le Creusot dans Gil Blas. Alors faites attention avec la source, souvent on dit texte, par exemple. Un texte, c'est quelque chose de trop vague. Vous pouvez avoir un extrait de roman, un article, vous pouvez avoir également toutes sortes finalement de textes écrits de différentes formes. Moi, j'aimerais, si possible, qu'on essaye d'être plus précis quand on en a la possibilité. Ici, vous avez marqué article, donc vous savez que c'est un article, donc il faut le situer. D'accord, il faut le dire. Alors, ensuite, la dernière information, la date. Ici, l'auteur donc on a ses dates de naissance et de mort, mais la date du document n'est pas l'une de ces dates-là, mais bien le 28 août 1883. Donc là, on a un article du coup qui date de 1883, c'est notre source qui nous l'indique. Alors ensuite, on va maintenant passer à la deuxième partie de l'exercice, c'est-à-dire vous deviez essayer de me représenter un peu cette ville du Creusot telle qu'elle était représentée par Guy de Maupassant à travers un de ses voyages, un souvenir de voyage où il essaie justement de donner un certain contexte pour essayer de donner une image de cette ville. Une ville assez récente finalement, le Creusot. C'est une ville qui apparaît et qui se développe vraiment avec la révolution industrielle, qui est donc formatée par la révolution industrielle, contrairement à d'autres villes qui se sont adaptées ou qui ont été un peu en marge de ce phénomène. Là, le Creusot, c'est la ville de la révolution industrielle type. D'accord ? Alors, déjà, quelle couleur apparaît vraiment? On voit qu'on parle de fumée. On voit à un moment donné qu'on donne beaucoup d'informations, notamment sur le fait que c'est le noir qui domine. C'est-à-dire que beaucoup de choses montrent finalement que c'est assombri par les fumées. C'est-à-dire les rues, la ville, les maisons, les pavés et les vitres sont finalement toutes noircies par les fumées et les suies liées finalement à l'exploitation et du coup l'utilisation du charbon. Ça, c'était très important. Alors j'espère que vous avez pu représenter à peu près, on va dire de manière assez grossière quand même, mais le plus fidèlement possible, ce que pouvait montrer Guy de Maupassant par rapport à cette ville.
une ville plutôt où vous avez donc une prédominance des cheminées des usines, vous avez également beaucoup d'éléments assez sombres qui apparaissent, et bien entendu le chemin de fer. Le chemin de fer qu'on évoquera plus tard, qui est vraiment un des éléments les plus marquants de cette révolution industrielle, c'est l'apparition de ce nouveau moyen de locomotion. Alors, ensuite, je vous montre une petite vue du Creusot par Pierre Trémaux qui montre un peu ce que vous devriez avoir à peu près représenté dans votre cahier, c'est-à-dire vraiment une ville avec ces cheminées qui sont quand même assez dominantes et qui vont obscurcir le ciel par rapport au charbon. Alors, on commence avec la séance numéro 1, donc comment la machine à vapeur provoquait le développement de l'industrie au 19e siècle, une industrie qui va vraiment naître à cette période, ça veut dire que ça n'existait pas auparavant, ça apparaît au 19e siècle grâce à une invention, la machine à vapeur. Alors pour pouvoir vous montrer un petit peu quelles sont les principales avancées technologiques liées à la machine à vapeur, j'ai choisi de vous montrer 3 documents qui concernaient la fabrication du textile. La fabrication du textile, c'est quelque chose qui nécessite un certain nombre d'étapes, qui est très long à faire et qui donc avait auparavant une fabrication traditionnelle, c'est-à-dire avec beaucoup de personnes, avec des tâches très précises qui étaient donc confiées à plusieurs individus les uns après les autres qui allaient se repasser finalement le textile entre le moment où il a été récolté sous la forme par exemple de coton jusqu'au moment où il va sortir en format tissu, on va dire en bloc de tissu utilisable pour fabriquer par exemple des vêtements. Alors, vous aviez les 3 documents qui permettaient d'évoquer tout ça. Alors, on se rend compte avec le premier document que vous avez ici une machine à filer au XVIIIe siècle, donc, qui est représentée dans cette gravure, et donc avec une machine assez rudimentaire, quand même. Rudimentaire, c'est-à-dire, eh bien, c'est une machine très simple qui va fonctionner grâce à la force du pied de cette dame, qui va donc permettre d'actionner une roue qui lui permettra de filer du coup son fil. Ensuite, on se rend compte avec le document 2 que tout ça, ça va être un peu amené à évoluer, avec déjà le début du document qui montre que comment fonctionnait l'industrie textile, du moins la fabrication du textile avant le 19e siècle, c'est-à-dire une fabrication majoritairement à domicile, ce qui renvoie au document qu'on vient de voir auparavant. Il faut savoir que, de base, dans les fabrications textiles, souvent, c'était des individus qui effectuaient ces tâches en emploi secondaire. Il faut savoir qu'une grande majorité des personnes qui travaillaient dans l'industrie du textile étaient en fait des personnes qui avaient un autre emploi, souvent c'était des paysans, qui avaient du temps dans certaines périodes de l'année pour pouvoir effectuer un certain nombre de tâches dans cette finalement activité du textile, et on leur confiait donc une mission, par exemple filer avec cette machine que vous aviez vue tout à l'heure, et vous aviez donc un certain nombre de choses à faire dans le mois ou dans la semaine, et vous aviez quelqu'un qui venait récupérer le travail fini, qui l'emmenait cette fois-ci vers une autre personne qui avait aussi son outil à la maison et qui allait donc passer à l'étape d'après. Donc on avait plein de personnes qui travaillaient à domicile et qui se repassaient finalement le textile jusqu'à ce qu'il arrive à la on va dire forme finale, forme voulue. Alors, dans une deuxième partie, dans la première partie finalement de cette évolution, on va se rendre compte qu'il va apparaître la notion d'usine. C'est-à-dire que la machine à vapeur va permettre de recentrer une grande partie finalement des étapes de fabrication dans un seul lieu, un seul endroit. Ça par contre, ça nécessite d'avoir des machines. C'est pour ça que la machine à vapeur est importante. Sans machine, il n'est pas possible de rassembler autant de personnes qui travailleraient pour fabriquer ce textile, tout simplement parce que ça nécessite tellement de main-d'œuvre quand c'est une forme traditionnelle que vous n'auriez pas la possibilité d'avoir des personnes qui travaillent à temps plein. Ce ne serait pas rentable d'avoir autant de personnes qui travaillent au même moment pour faire la même chose, uniquement pour faire ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'on avait du travail à domicile avant, et là tout d'un coup on invente quelque chose qui permet de se passer d'une partie des employés qui travaillaient pour faire ce textile. Donc ça va avoir des conséquences sociales importantes. Il y a une partie des gens qui avaient quand même beaucoup de revenus grâce à cette activité qui vont se retrouver sans cet emploi parce qu'on va trouver des machines qui vont les remplacer, qui vont permettre d'aller plus vite, de faire beaucoup de choses au même endroit, donc gagner du temps aussi, c'est important, et gagner aussi des temps de déplacement, mais par contre avec moins d'employés. Et ça va provoquer des problèmes sociaux, des crises graves, avec des gens qui vont perdre une partie de leurs revenus et qui vont donc tomber dans une pauvreté. Ça c'est important. Surtout quand en troisième phase, on se rend compte que tout va être cette fois-ci concentré dans l'usine, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin même de faire des tâches à l'extérieur, on va tout centrer dans les mêmes bâtiments, ce qui veut dire que cette fois-ci on aura uniquement des employés à temps plein. Donc tous ceux qui travaillaient avec
en emploi secondaire dans ce domaine textile vont se retrouver à perdre leur emploi. Et ça, c'est important. Mais on va donc gagner en temps, on va gagner du coup en efficacité, ce qui veut dire que derrière le textile aussi, comme il va être fait beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus économique, va coûter moins cher. Et comme il coûte moins cher, beaucoup plus de gens vont pouvoir l'acheter. Et ça va avoir des conséquences sur le développement, la démocratisation d'un certain nombre de produits. Ici, dans le textile, on va donc avoir plus facilement accès à du textile moins cher, donc plus accessible pour beaucoup. Alors, pour terminer, je vous montrais justement à quoi ressemble finalement une usine au 19e siècle. Donc vous avez cette fois-ci vraiment un monde différent, hein, là où vous aviez plutôt du travail manuel, du travail vraiment traditionnel dans des maisons individuelles, en fonction des lieux. Là, on a vraiment une usine avec tout ce qu'on va imaginer dans l'usine, c'est-à-dire une machine, des grands espaces complètement remplis finalement de machines servant à fabriquer ce textile. Et donc vous avez au-dessus finalement des machines des poulies qui sont entraînées finalement par cette machine à vapeur. Alors juste, je voulais expliquer aussi ça. La machine à vapeur, faites attention de ne pas la confondre avec la locomotive. Souvent, je vois ça aussi dans les évaluations. Vous avez tendance à penser que machine à vapeur veut forcément dire locomotive à vapeur. Non, la locomotive à vapeur, qu'on étudiera bientôt sur la question du chemin de fer, sur le développement des trains, utilise la machine à vapeur. La machine à vapeur, c'est un moteur. Ce moteur, on peut l'utiliser dans plein de domaines différents. Il peut être utilisé dans un train, mais ici, il est utilisé dans une usine. Donc, vous avez une énorme machine à vapeur qui va envoyer finalement de la pression dans des tuyaux qui vont permettre d'actionner une force. Et cette force permettra d'actionner un certain nombre de mécanismes qui permettront d'avoir des machines puissantes avec un intérêt aussi qu'on verra juste après. Alors, on va terminer par justement l'évolution vraiment importante de cette machine à vapeur. Alors, les trois forces utilisables avant la révolution industrielle, je vais vous les donner maintenant, et je vais vous expliquer du coup en quoi ça change vraiment d'avoir la machine à vapeur qui apparaît. Déjà, premièrement, il y avait trois manières de produire une force auparavant. Vous aviez le vent, qui permettait d'actionner avec, par exemple, le moulin à vent, tout simplement le moulin. Vous avez le vent qui va fonctionner. Vous pouvez avoir aussi ce moulin qui fonctionnera cette fois-ci à l'eau avec le courant. Donc vous utilisez soit le vent, soit la force de l'eau. Par contre, ça a quand même des inconvénients, c'est que le vent, il n'a pas tout le temps à la même force et à la même vitesse. Derrière, vous n'avez pas non plus, pour les courants, la possibilité de vraiment démultiplier votre force. Vous êtes limité par votre courant et donc il y a une capacité maximale qui est quand même assez limitée. Donc tout ça permet d'actionner quelques mécanismes. Vous ne pouvez pas non plus faire fonctionner une usine complètement avec du vent ou alors avec la force d'un courant. Et puis la troisième force, c'est les animaux. Les animaux qui vont donc pouvoir actionner tout simplement avec leur force des mécanismes. Par contre, il y a aussi un problème, c'est que l'animal, il se fatigue. L'animal, il n'a pas une puissance régulière non plus, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir faire pendant des semaines et des semaines, par exemple, le même rythme de travail. À un moment donné, il va y avoir des variations, on ne peut pas avoir quelque chose de très précis. Et puis, bien entendu, c'est quelque chose qui n'est pas non plus illimité en puissance. Et puis la dernière chose, c'est la force des bras, c'est-à-dire la force humaine. Et donc c'est comme la force animale, mais cette fois-ci en prenant en compte qu'on est des hommes et donc on a une capacité supplémentaire pour pouvoir actionner des choses différemment, parce qu'on a la capacité de réfléchir à ce qu'on fait. Mais dans les trois cas, c'est-à-dire que la force animale ou humaine ou la force, par exemple, des éléments, eh bien c'est quelque chose de très limité. Ce qui explique que pendant très longtemps, pendant des milliers d'années finalement, le développement de l'économie a été limité par le fait qu'on ne pouvait pas actionner des forces gigantesques à cause de cette limite-là. La machine à vapeur, elle va permettre de faire sauter cette limite, puisque on va avoir avec une machine la capacité de produire une force importante, de manière assez continue, et surtout avec des proportions importantes. Vous avez la machine à vapeur, c'est simple, une cuve avec de l'eau, avec derrière vous la chauffez, et avec un combustible par contre assez puissant, et puis un système assez complexe. Bien sûr, c'est pas juste une casserole sur un feu, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais vous allez donc créer de la pression avec du coup cette eau qui va chauffer. Vous allez donc pouvoir faire entrer cette pression, cette vapeur en pression dans des tuyaux qui vont donc actionner le mécanisme. Et plus vous augmentez la taille de votre machine à vapeur, plus vous pouvez créer de la puissance. Et si votre machine à vapeur, vous l'alimentez en continu pendant une semaine, eh bien, elle ne va pas se fatiguer et elle va donner la force que vous voulez le temps que vous le souhaitez. Donc ça va permettre d'augmenter énormément la production au niveau des usines. Alors,
On va maintenant passer au travail pour la prochaine fois. Donc vous devez continuer, cette fois-ci on va voir l'intérêt dans la question des transports. Donc là on va s'intéresser cette fois-ci à l'impact de la machine à vapeur, non pas dans les usines, comme on vient de le voir, mais plutôt dans le développement de ce chemin de fer, de ce train qui va permettre de faire pas mal de choses. Donc ce sont les diapositives 6, 7, 8 et 9 qu'il faut faire. Et vous aurez cette fois-ci du coup la correction bientôt, c'est-à-dire lundi prochain. D'accord? Donc vous avez ça à faire pour lundi, donc 4 diapositives, une étude de cas. Et d'ici là, passez une bonne semaine. À bientôt.